Bonjour et bienvenue sur Ce que tu dois entendre, la vérité sur les relations hommes-femmes, le podcast de l'Affranchi. Je m'appelle Elodie et je travaille dans le domaine des ressources humaines et de la communication. Et avec mon amie Tendresse qui est entrepreneur dans le domaine de la formation, nous avons décidé de lancer l'Affranchi pour différentes raisons. On voulait permettre aux femmes d'avoir une plateforme sur laquelle elles pouvaient s'informer, s'éduquer et se sensibiliser sur les différents sujets qui ont attrait au couple, apprendre à choisir le bon partenaire de vie, lever le tabou de la souffrance dans le couple et surtout mettre un terme à la pression sociale d'être en couple, d'être marié, d'avoir un enfant à un certain âge, souvent dictée par la société et par la pression du couple. Alors aujourd'hui dans le podcast du jour, on va parler d'un sujet qui est très intéressant, qui a été abordé de nombreuses fois. Pour nous, c'est un pivot dans une relation de couple puisqu'il va donner le ton à votre relation. Il peut l'influencer, soit rendre votre relation très positive ou au contraire très négative, permettre son épanouissement, au contraire sa dégradation. Il peut vraiment la faire basculer. Et ce sujet, c'est la belle famille. Voilà, c'est un sujet qui a souvent été traité sous le prisme de la relation entre la belle-mère et la belle-fille, cette relation de rivalité pour l'amour du fils. On peut citer tout simplement des exemples de la culture populaire où on voit souvent la belle-mère qui est dépeinte comme une méchante, une personne envahissante ou une personne possessive avec son fils, mais il y a également le sujet de les belles-sœurs et de la belle-fille où on a une illustration parfaite avec Cendrillon qui est une jeune fille douce, qui est belle, qui est serviable, qui est présente pour aider sa famille, mais qui est malmenée et qui reçoit les foudres de sa belle-mère et de ses belles-sœurs. On notera toujours que l'objet du désir reste l'amour du prince. On peut noter, j'ai oublié de le dire tout à l'heure dans l'exemple de la belle-mère et de la belle-fille, l'exemple de Blanche-Neige qui est en guerre plus ou moins avec sa belle-mère, la méchante reine. Toujours, vous allez noter que c'est toujours pour l'amour de quelqu'un, l'amour d'un homme, l'amour d'un prince ou tout ce que vous voulez. Mais nous, dans le sujet du jour, on va parler de manière plus globale de la belle famille. De mon point de vue, moi je considère la belle famille comme un contre-pouvoir. Qu'est-ce qu'un contre-pouvoir ? Un contre-pouvoir, c'est un pouvoir qui s'oppose ou qui fait équilibre à l'autorité établie. Comme je disais en introduction, la belle famille a une influence considérable sur le couple selon l'éducation reçue par le fils. On est enclin à se poser plusieurs questions, à savoir du coup, quelle est la place de la belle famille dans mon couple ? Quel est son degré d'influence ? Quel est le rapport que j'entretiens avec ma belle famille ? Et quel est le rapport de force qui s'installe au sein du couple ? Mais avant de parler de la belle famille, il est important de parler déjà du couple. Parce que avant de connaître votre belle famille, vous êtes en relation avec un homme. Donc, pour comprendre tous les mécanismes qui s'opèrent au sein de la belle famille, ou en tout cas au sein des relations que vous entretenez avec les belles familles, on va parler de l'entité couple. Qu'est-ce que le couple ? Le couple, c'est quand vous avez deux personnes, deux individus qui font le choix de se mettre ensemble pour écrire une histoire commune. Le couple, c'est vraiment quand deux personnes sincères, et j'insiste sur le sincère, décident de mener un projet de vie. Lorsque vous vous mettez en couple, vous êtes deux individus distincts et différents. On est d'accord que chacun a son vécu, son histoire, son éducation, son milieu socio-culturel, son environnement familial et ses expériences de vie. C'est ce qui va créer votre individualité. Et ce qui fait le couple, c'est qu'il y a un moi, un toi, et ensemble, on crée un nous. Ce sont deux cellules qui vont fusionner, le moi, le toi, et ça va créer un nous, sans totalement fusionner. C'est pour ça que généralement, on dit que dans le couple, 1 plus 1 égale 3. Et c'est dans ce schéma de couple équilibré, où il y a le moi, le toi qui forment un nous, qu'on peut développer une relation saine, une relation basée sur le respect de l'autre et de soi, puisqu'on n'est pas dépendant l'un de l'autre. C'est ainsi qu'on va créer un couple équilibré. Mais avant d'être dans un couple équilibré, il y a des prérequis très importants.
On dit que le couple, c'est la cerise sur le gâteau. Mais pour que ce couple-là soit la cerise sur le gâteau, il est nécessaire d'être déjà bien soi-même. Et généralement, nous, ce qu'on préconise, c'est avant de se lancer dans une relation de couple, c'est de faire un travail sur soi. Un travail avec un professionnel de la santé mentale qui va vous proposer la thérapie qui est adaptée pour vous. Ça peut être du coaching, ça peut être une thérapie, ça peut être une hypnothérapie, aller voir un psychologue, un psychiatre. Chacun est libre de choisir l'accompagnement qui lui convient le mieux. Mais nous, on préconise généralement de faire d'abord un travail sur soi. Ça permet alors d'être dans un couple vraiment équilibré, un couple durable. Et un couple heureux surtout. Mais pour qu'un couple dure, en plus de l'amour, des efforts, de la considération et du respect, il faut des valeurs communes. Récemment, j'avais lu dans une étude que les couples heureux et durables sont les couples qui sont formés à 70% de ressemblance. Quand on parle de ressemblance, nous on parle de compatibilité. Quand on parle de compatibilité, on parle de valeurs communes, une origine commune, une foi commune, un mode de vie en commun, des pensées, par exemple, politiques communes. Vraiment, des choses qui vont permettre de réduire au maximum les disputes. Pourquoi ? Parce que plus vous êtes compatible avec une personne, plus vous avez des valeurs communes, un mode de vie en commun, tout ce que vous voulez, il est plus facile de prendre des décisions et ça réduit les disputes, tout simplement. Donc, en gros, le couple, c'est une entité où vous êtes deux et vous affrontez le monde. Donc c'est important quand vous êtes en couple de vous apprivoiser l'un l'autre, de connaître les habitudes et les qualités et les défauts de l'autre, de votre binôme, pour faire face à tout ce qui peut fragiliser l'entité du couple. Parce que l'entité couple est soumise à beaucoup de tensions, qu'elles soient internes ou externes. Tout simplement, récemment, j'avais lu une étude anglaise qui a été reprise et publiée dans Libération, qui disait qu'un couple est soumis en moyenne à 312 disputes par an. Vous vous rendez compte, 312 disputes par an, c'est énorme, sachant qu'il y a 365 jours dans une année. Je vous laisse calculer le ratio, mais c'est juste énorme. Et généralement, les disputes, elles ont lieu le jeudi soir vers 20h. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais c'est ce qu'a démontré l'étude. Les sujets récurrents de disputes sont la cuvette des toilettes qui n'est pas abaissée, l'éducation des enfants et la fameuse belle famille. Avec tendresse, nous, ce qu'on a remarqué, c'est que vraiment les choses qui tuent une relation, c'est les choses du quotidien. Vraiment la routine du quotidien, avec le manque d'intérêt, les choses qu'on laisse pourrir, les efforts qu'on ne fait plus, les compliments qu'on ne donne pas, les remerciements qui ne se font pas. C'est vraiment toutes ces choses qui vont tuer votre relation. Mais en vérité, un couple, c'est un jardin. C'est un jardin qu'il faut arroser, c'est un jardin qu'il faut entretenir. C'est une analogie qui est toute simple, mais c'est la vérité. Un couple, pour qu'il dure, il faut l'arroser, il faut planter, il faut mettre de l'engrais, il faut arracher les mauvaises herbes. Parfois, vous allez avoir du beau temps, parfois de la pluie, il faut protéger votre jardin, le bâcher, tout ce que vous voulez. Mais un couple, c'est comme un jardin, ça s'entretient au fur et à mesure. Et plus vous entretenez votre jardin, plus vous allez le voir fleurir et s'épanouir. C'est une analogie qui est simple, mais qui est véridique. Et comme je vous disais tout à l'heure, le couple il est soumis aussi bien aux tensions internes, c'est-à-dire les engueulades, la routine du quotidien, l'infidélité, tout ce que vous voulez, qu'aux tensions externes, excusez-moi. Donc je disais, soumis aux tensions internes et aux tensions externes. Et si vous voulez que votre couple perdure, il faut des bases saines et solides et être complices et soudés. Voilà. Quand je parle de tensions externes, on peut noter tout simplement l'amitié, le travail, la distance et bien sûr la belle famille. Ce sont des éléments qui vont influencer votre couple et les soumettre à des tensions, à des querelles, à des conflits. Et moi j'avais lu c'est pas moi qui le dis, c'est des études qui ont été menées pour de nombreux psychologues. La belle famille, c'est l'ennemi numéro 1 du couple. En fait, il y a 3 grandes causes de séparation en France. Il y a l'argent,
ou les problèmes financiers ou le manque d'argent, l'infidélité, tout ce qui en découle, et la belle famille et les amis, vraiment le cercle proche. Et nous, aujourd'hui, pour le podcast du jour, on va vraiment s'attarder sur la belle famille. Comme le disait Yvon Dallaire, qui est un thérapeute et un psychologue de couple, la belle famille, vraiment, elle permet l'harmonie ou la désharmonie dans votre couple. Donc quand je parlais de contre-pouvoir au début de ce podcast, c'est parce qu'on sait que la belle famille a un pouvoir d'influence considérable sur le couple. C'est quelque chose qui n'est plus à démontrer. Et nous, on a le droit de se demander si la belle famille est une alliée ou une ennemie du couple. Pourquoi ? On va revenir à la Genèse. Il est écrit dans la Bible que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair, c'est biblique. Pourtant, dans certaines familles, la séparation est très très difficile. Et pour comprendre la difficulté de cette séparation, il est vraiment important de comprendre la structure familiale dans laquelle évolue votre conjoint. Nous, généralement, on dit aux femmes qu'il est important qu'elles analysent cette structure familiale. Pourquoi ? Quand on se met en couple, on va regarder, le physique de la personne, on va regarder son niveau social, économique, on va regarder ses diplômes, on va regarder son projet de vie, son projet professionnel, mais on ne regarde pas sa structure familiale. Pourtant, en analysant sa structure familiale, il y a beaucoup de choses que vous pouvez apprendre, notamment sur sa dynamique et son rapport à sa famille et également sa psychologie de couple. Pourquoi je dis ça ? Parce que dans certaines familles, le fils peut être un pilier. Il peut être un soutien financier, un soutien émotionnel ou un soutien matériel. Quand je parle de soutien financier, typiquement, il peut participer activement et de manière déraisonnée aux finances de sa famille au détriment de votre couple, ce qui peut créer des conflits. Il peut être également un soutien émotionnel dans la mesure où, dans sa structure familiale, par exemple, la mère n'a jamais eu de mari ou elle est veuve et elle va transposer son amour sur son fils, et ce ne sera pas forcément un amour maternel. On parle après de complexe d'Oedipe, tout ce que vous voulez. Je ne suis pas psychologue, donc je ne vais pas m'aventurer là-dedans, mais vous avez compris l'idée. Et enfin, le soutien matériel, il peut par exemple être souvent chez sa mère pour l'aider à faire des courses, pour réparer des choses, pour faire ci et ça, ou des choses qu'elle peut gérer elle-même, mais il le fera au détriment de votre couple. Nous, on n'a pas dit que c'était un souci d'aider, c'est très bien d'aider sa famille, mais il ne faut pas que ce soit au détriment de votre couple. Et généralement, le problème, c'est que certaines familles, quand elles se rendent compte que leur fils a une nouvelle personne dans sa vie, elles ont ce sentiment de manque de contrôle parce qu'elles se disent « Oh, ça y est, l'oiseau déploie ses ailes, l'oiseau quitte le nid, il est avec quelqu'un, il passe plus de temps avec cette personne, et il passera moins de temps avec nous. Donc du coup, forcément, vous venez prendre cette ressource. » Et tout d'un coup, vous allez cristalliser une haine, vous allez cristalliser de la rancœur, à votre insu, parce que vous n'avez rien fait, mais certaines familles, malheureusement, n'ont pas coupé le cordon ombilical, et pour elles, c'est très très dur de faire le travail nécessaire, de comprendre que le fils devient un homme, le fils doit mener sa vie, le fils a un projet de couple, et certaines familles ont du mal. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut toujours analyser la structure familiale et voir si le conjoint avec lequel vous avez un projet de couple a une place indispensable, déraisonnée dans sa structure familiale. Une des raisons pour laquelle la belle famille peut également être une zone de tension est la non-acceptation de votre personne. Je vais m'expliquer. Comme je vous disais tout à l'heure au début du podcast, vous êtes deux individus différents. Chacun a son expérience de vie, son histoire, son ethnie, son origine, ses croyances, ses forces, ses faiblesses, tout ce que vous voulez. Et étant donné que vous êtes différents, il est possible que votre belle famille ne vous accepte pas selon ces critères de jugement. Ça peut être à cause de votre origine, donc c'est du racisme, à cause également de votre classe sociale, à cause de votre structure familiale, à cause de vos idées politiques, à cause de tout ce que vous voulez. Voilà. De ce fait-là, ça devient très difficile pour votre couple parce que votre conjoint a, on va dire, pour parler vulgairement, le cul entre deux chaises. Et ça devient très vite clivant puisqu'il doit choisir entre sa famille et vous. Donc ça peut être
une zone de tension très compliquée pour le développement et l'épanouissement de votre couple. C'est pour ça, quand on vous dit d'analyser la structure familiale, d'analyser également le conjoint, c'est toutes ces choses-là qu'il faut mettre en perspective avant de se lancer dans une relation sérieuse avec quelqu'un. Une autre chose qu'on a remarqué au sein des belles familles, c'est lors de la présentation, vous rencontrez votre nouvelle belle famille. Et ce qui se passe, c'est que nous, généralement, les femmes, on a ce défaut, c'est qu'on veut tellement faire une bonne impression, tellement être accepté, tellement être vraiment bien accepté dans la belle famille, c'est qu'on va s'investir de manière déraisonnée. Je m'explique tout simplement. Par exemple, on va aller acheter des cadeaux pour la belle famille, ce qui est une bonne chose, mais attention aux cadeaux que vous achetez. C'est votre première rencontre, première impression. On n'est pas là pour acheter sa belle famille, c'est pas une tractation marchande. Nous, généralement, on voudra vraiment faire une bonne impression, donc on va acheter des bijoux, on va acheter du maquillage, du parfum, plein de choses comme ça. Non, arrêtez ça, on arrête ça. Quand vous rencontrez votre belle famille pour la première fois, venez très simplement, très poliment, très posément, très respectueusement. Si vous voulez offrir des cadeaux et des présents à votre belle famille, venez avec une plante, un bouquet de fleurs ou des chocolats. Quelque chose de très modeste mais de très significatif. Pas de bijoux, pas de choses ostentatoires, on n'est pas là pour acheter la belle famille. Et ce qu'on a remarqué aussi, c'est que généralement, dans le couple, l'implication auprès de la belle famille est déraisonnée. On va avoir généralement l'homme qui ne va pas forcément faire des cadeaux à la belle famille, qui ne sera pas aussi stressé par la première impression, qui, lorsqu'il va venir rencontrer sa belle famille, viendra juste mettre ses pieds sous la table, ou quand il y a des événements familiaux, ou quand il y a des événements, je sais pas, Noël, tout ce que vous voulez. Il ne va pas forcément faire des cadeaux à la belle famille, c'est vous qui allez dépenser votre argent pour faire ces cadeaux-là. C'est quelque chose qu'on a beaucoup vu, qu'on a beaucoup entendu. Donc il y a un investissement inégal, il n'y a pas de réciprocité et ça peut créer vraiment de la tension au sein de votre couple. Également, quand vous avez des enfants, le temps que vous passez respectivement chez votre belle famille est un facteur de tension. Si par exemple vous avez des enfants et vous allez plus chez la famille de l'un que chez l'autre belle famille qui se sent lésée peut vous en vouloir. Donc il faut vraiment faire attention à ce phénomène de réciprocité, toujours être dans l'équitabilité, vraiment trouver son équilibre pour pas frustrer, on va dire, les uns et les autres. C'est très 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 important. En parlant de réciprocité et d'équilibre, il est vraiment important que votre investissement envers sa famille soit à la hauteur de la sienne dans la vôtre. C'est très 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 important pour pas créer de déséquilibre, pour pas créer de frustration, pour pas créer de sentiment d'une implication moindre venant de la part de l'autre. Voilà. Maintenant, on va voir comment agir face à la belle famille pour avoir une bonne harmonie dans son couple. Nous, ce qu'on vous préconise, c'est toujours d'être respectueuse. Le respect coûte que coûte. Même si vous êtes énervé, agacé, vous êtes froissé, vous êtes triste, tout ce que vous voulez, on reste respectueuse. Le respect, c'est la base de toute bonne relation. Voilà. Toujours mettre des limites dès le départ auprès de votre belle famille. Si quelque chose ne vous plaît pas, si quelque chose vous dérange, vous froisse, vous vexe, vous en parlez à votre conjoint et il en parlera à sa famille ou vous en parlez vous-même. Mais toujours mettre des limites dès le départ. Les gens généralement vont essayer de vous tester, de voir où sont vos limites, qu'est-ce que vous pouvez supporter, qu'est-ce que vous ne pouvez pas supporter. En mettant des limites dès le départ, vous imposez un cadre. C'est très important. Il ne faut pas aller au-delà de ce qu'on ne peut pas supporter. Voilà. Troisième point, toujours montrer que votre famille est présente dans votre vie et que vous avez un patriarcat. Il est important de montrer que vous avez votre famille autour de vous, que vous êtes l'enfant de quelqu'un, que vous avez un entourage, que si ça se passe mal, quelqu'un sera là pour vous défendre et qu'on ne fait pas n'importe quoi avec vous. C'est très important les filles. On sous-estime notre famille, on sous-estime vraiment ce côté soutien, mais c'est important de marquer le coup, de montrer que vous n'êtes pas seul. Quatrième point, je l'ai dit tout à l'heure, donner le même niveau d'implication que votre conjoint. On s'implique dans la belle famille, mais si à côté vous voyez que votre conjoint ne s'implique pas dans votre famille, vous lui donnez le même niveau d'implication, simplement.
Ne pas s'impliquer dans leurs histoires de famille, c'est très important. Ce sont leurs histoires, c'est sa famille. Si votre conjoint veut vous en parler, vous pouvez écouter, vous pouvez donner votre avis, donner votre ressenti, mais pas dans la famille. C'est leurs histoires de famille, ne l'oubliez pas. Restez à votre place, c'est très important. Et toujours dans le respect. Il est aussi important d'être, comme je l'ai dit tout à l'heure, équitable dans le temps passé dans les familles respectives pour ne pas créer de tension ou de jalousie. Comme je l'ai dit, si vous avez un enfant, vous passez plus de temps dans une famille que l'autre, ça peut créer des tensions. Voilà. Il est également important que votre conjoint se tienne à vos côtés. Ça, je l'ai dit tout à l'heure. Vraiment, votre conjoint doit être votre côte, en fait. C'est lui qui doit se montrer soudé avec vous pour que vous puissiez avoir votre place au sein de la belle famille. Et le dernier point, surtout, on ne lave pas son linge sale auprès de sa belle famille. C'est très important. J'insiste sur ce point-là. Pour conclure, on a conscience que c'est vraiment pas facile lorsqu'on n'est pas accepté par sa belle famille. Ça peut nous causer énormément de tort et ça peut avoir une influence sur notre couple parce que votre conjoint peut se sentir en porte-à-faux. Il a le cul entre deux chaises, on va dire, et c'est clivant pour lui et ça crée des tensions dans votre couple. Malgré votre implication, malgré les marques de respect que vous avez manifesté, malgré le fait que votre conjoint est par sa famille et que ça ne change pas, la seule chose que nous, on vous préconise, c'est de mettre de la distance. Voilà, mettez de la distance physique, mettez de la distance mentale, vraiment préservez-vous au maximum. C'est la seule chose à faire, simplement. Voilà, donc merci pour l'écoute de ce podcast. N'hésitez pas à télécharger notre e-book et à nous envoyer vos témoignages à contact.lafranchie@gmail.com. En parlant de témoignages, on a reçu un témoignage la semaine dernière que je vais vous lire tout de suite d'une abonnée de La Franchie qui a voulu partager son histoire avec nous afin que vous puissiez réagir. Bonjour Tendresse et Elodie, je me présente, je m'appelle Aurélie, j'ai 32 ans. J'ai écouté vos podcasts, c'est une amie qui me l'a fait découvrir et j'ai envie de vous raconter mon histoire. Je suis sortie avec un homme pendant 3 ans, ça vient tout juste de prendre fin. Par où commencer, tellement il y a des choses à dire. Cet homme, j'étais sa banque, il venait vers moi par intérêt. Quand on a commencé à sortir ensemble, il est parti au Cameroun. Pendant son séjour, il m'a demandé de l'argent. Au début 800 €, après 1500 € en prétextant qu'il allait me rembourser à son retour. Je n'ai jamais vu la couleur de l'argent. Quand il est rentré, connaissant ma situation car à l'époque je cohabitais avec le père de ma fille et je cherchais un appartement, il me disait qu'il avait trouvé un appartement et donc il m'a demandé mes papiers. Naïve que je suis, je lui ai donc transmis et il en a profité pour effectuer les démarches pour un leasing à mon nom. Voyant qu'il fallait ma signature, monsieur m'a tellement bien menti en disant qu'il avait mis la voiture à nos 2 noms que malheureusement j'ai signé. Aujourd'hui, il se balade avec la voiture à mon nom. J'ai des courriers d'amende qui viennent à mon domicile et ça ne s'arrête pas. Il m'a mis dans une merde qu'aujourd'hui je m'en mords les doigts. Je pensais qu'avec lui, nous pouvons trouver une solution face à ce problème, mais tellement il est lâche, il me laisse dans la galère. Ce mec aime tellement le m'as-tu vu. Il vit au-dessus de ses moyens, il aime la débauche, se trouve dans des dettes, il gagne sa vie dans des magouilles, il a une vie de désordre. Et encore, je n'ai pas tout dit dans le message car il m'a tellement fait de dingueries que je me dis mais comment j'ai pu autant fermer les yeux. Bref, comme il n'avait plus besoin de moi, il a attendu que je tende la perche pour saisir l'occasion et me jeter. J'espère que mon histoire va aider d'autres femmes à y voir plus clair et à faire attention à ce type d'homme. Merci à vous. Tout d'abord, merci Aurélie d'avoir pris le temps de nous envoyer ton email et ton témoignage et de vouloir le partager avec d'autres femmes pour les sensibiliser. C'est très courageux de ta part, on t'en remercie grandement. Maintenant, Aurélie, ce qu'on peut te dire, déjà c'est une bonne chose parce que tu es sortie de cette relation. Enfin, je mets des guillemets à relation parce que c'était pas vraiment une relation, ce monsieur abusait de toi. Mais les filles, il faut vraiment qu'on se réveille. Je ne suis pas là pour te juger Aurélie, mais juste pour dire que un homme en fait, quand il n'y a pas de réciprocité, c'est toujours vous qui donnez, toujours ça vous coûte,
c'est pas une relation saine, c'est pas une relation stable. Donc on sort de ce genre de relation. Dans le cas d'Aurélie, elle a un enfant en bas âge, 1 an. Elle est en train de cohabiter avec le père de son enfant alors qu'elle est séparée. Il est nécessaire que tu te concentres sur toi, sur ton enfant, sur ta situation, que tu te construises avant de vouloir forcément te mettre en relation avec un autre homme. Un homme qui est manipulateur, qui connaît tes faiblesses et qui en profite pour te prendre cet argent que tu auras pu utiliser pour l'avenir de ton fils, pour partir en vacances, pour améliorer beaucoup de choses. Mais cet homme, non. Et en plus, il te met encore plus de problèmes puisqu'il a pris un leasing à ton nom et c'est lui qui utilise la voiture et tu te prends plein d'amendes. Voilà, il y a de la violence financière, la violence psychologique, la violence administrative et c'est intolérable. Vraiment, nous les filles, il faut vraiment qu'on arrête d'accepter tout et n'importe quoi pour l'amour d'un homme, pour ses beaux yeux, pour les promesses qu'il nous fait. Il faut toujours regarder les actions et pas les paroles. Donc concernant Aurélie, merci vraiment pour ton témoignage, mais on retient que quand une relation nous coûte, c'est toujours vous qui dépensez, qui donnez, qui vous sacrifiez. Il faut sortir de ce genre de relation. Les relations sacrificielles, on arrête, on dit stop, simplement. Voilà, c'était le podcast de l'affranchie. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à nous envoyer d'autres témoignages sur contact.lafranchie@gmail.com et d'ici là, portez-vous bien. Je vous remercie. Bonne soirée.